Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, les kiosques, pour suivre l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo, dialogue politique en République démocratique du Congo en vue d'endiguer la crise sécuritaire dans la partie est du pays. L'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes armés du M23. Cela fait suite à la rencontre tenue le lundi à Luanda entre le président angolais Joao Lourenço et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le communiqué assorti de ces assises reste conditionné à une déclaration publique d'acceptation des parties concernées. L'Angola précise par ailleurs que l'annonce du début de la phase préparatoire du dialogue intercongolais appelé à se dérouler à Luanda, plutôt en Angola, interviendra ultérieurement. Question de solutionner cette problématique de la crise politique en République démocratique du Congo. Et puis, les retards enregistrés pour le paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État continuent à susciter beaucoup d'encre et de salive dans les chefs des fonctionnaires de l'État. Cette question va être également analysée et abordée au cours de votre magazine des prédilections kiosques. Et puis, cette problématique qui défraie la chronique avec les régimes, les systèmes politiques, la manière de diriger du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus d'un parle d'un autocrate. Nous allons analyser cette question au cours de ces magazines kiosques avec nos invités. Dieu m'a les salut. Salut, monsieur Etikabea, salut à tous les compatriotes qui nous suivent de partout. À chaque fois que je suis sur le plateau, je donne toujours une nuance détail concernant nos compatriotes qui sont à l'est du pays. Oui. Nous apportons un soutien moral et psychologique à ces compatriotes parce qu'il y a certaines personnes inconscientes qui se sont décidées de commettre des actes d'atrocité et de barbarie. Quand je parle des personnes inconscientes, je vois Corneille Nangaa, Joseph Kabila et consorts. Alors je dis à tous nos compatriotes de l'Est, nous qui sommes ici à Kinshasa, nous vous soutenons psychologiquement et moralement. Et j'avance pour saluer le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, le numéro 1, la première institution du pays. Je profite aussi pour saluer mon président Yvon Mundadi. Par ricochet, vous savez, nous sommes pendant les vacances parlementaires. Dans peu de temps, je pense dans 16 jours, il y aura rentrée parlementaire. Et nous qui sommes politiques, nous sommes focalisés sur ce que font nos députés. Alors je m'étais rapidement focalisé sur ce que fait l'honorable Enoch Batoti Nyamwisi, qui est député de la circonscription de Béni. Alors, j'ai vu les actions sur terrain, parce que pendant les vacances parlementaires, il y a une flèche aller, une flèche retour. L'élu doit aller vers sa base pour dire à sa base qu'est-ce qu'il a eu à faire pendant les 3 mois et faire un rapport et prendre aussi les éléments sur terrain, ces éléments qu'il va transformer dans le futur en loi, ces éléments qu'il va aussi amener devant l'hémicycle pour plaider pour sa base. Alors je me suis focalisé, comme je vous ai dit, sur l'honorable Enoch Batoti, qui aujourd'hui réalise des actions très positives au regard de sa base de Béni. Donc j'incite aussi tout autre parlementaire qui fait partie du pouvoir législatif d'emboîter le pas de l'honorable Batoti. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine redevabilité. C'est nous qui sommes électeurs, c'est nous qui votons, mais il y a un constat amer. Lorsqu'il faut que les parlementaires rentrent pendant les vacances parlementaires, il y a une rupture.
Et après, pendant les élections, ils vont encore revenir. Donc, cette mauvaise habitude de fonctionner, nous ne sommes pas pour. Et je termine par, comme je vous ai toujours dit récemment, en soutenant les entrepreneurs, soutenir mon frère Esaïe Mundaza, qui est patron du groupe Les Palmiers. J'ai dit aussi aux autorités congolaises de soutenir les jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui investissent à leurs propres fonds. Alors il faudrait alléger, que ce soit dans la fiscalité, que ce soit dans le contrôle. Et Esaïe Verson Mundaza, patron du groupe Les Palmiers, est un exemple à suivre pour les entrepreneurs, pour les jeunes Congolais. Et je pense que nous allons parler République. Je pense que nous allons émettre toute émotion. Et je pense que nous allons dire des choses qui vont permettre à ceux qui sont à la maison de comprendre. Merci. Très bien. M. Gondi, salut. Salut à toi, salut à toute votre équipe, l'équipe technique et puis aussi l'administration, sans oublier celles et ceux qui, en ce moment, nous regardent ou nous écoutent au travers de la radio Ralik. Un petit biscuit, c'est toujours sur la même rengaine sur laquelle je reviens souvent, à savoir un État n'est État que s'il existe une administration, puisque l'administration, c'est la colonne vertébrale. Si je dis ça, je fais allusion à ce qui s'est passé il y a 48 heures à Limité, à Pakadjouma. La façon dont on a déguerpi les gens. Qu'on les déguerpisse puisque c'est un domaine de l'État, sur le principe, je suis d'accord. Mais comment est-on arrivé à là? C'est que l'administration n'a pas existé. Comment ça? Les domaines qui sont des domaines de l'État doivent être connus de tous. De tous les quartiers, partout où il y a les domaines de l'État, c'est inscrit, c'est noté. De un. De deux, si c'est les domaines de l'État, comment expliquer que certains de ces gens-là ont des papiers officiels de l'État, à savoir les certificats d'enregistrement, d'autres, je ne sais pas, tous les papiers administratifs. Pour certains d'entre eux, au moins, si ce n'est pas un tiers, c'est presque la moitié qui avait des papiers légalement, donnés par qui? Par le représentant de l'État, de l'administration des communes, des cadastres, etc. Moi, je dis, l'État, s'il n'existe pas, on va vivre toujours ce genre de choses, d'occupation illégale, où certaines de nos frontières ne sont pas respectées. Pourquoi? Par l'absence de l'État. Cette absence se ressent par l'absence de l'administration ou la conduite même de l'administration. Je crois que le président de la République devrait pas taper du poing sur la table, cette fois-ci, un coup de pied dans la fourmilière de l'administration, c'est-à-dire recréer l'administration. Recréer l'administration dans le bon sens, donner un sens à l'administration, c'est donner le sens à l'État, préserver les intérêts de l'État et c'est préserver les intérêts des populations. Apparemment, les habitants de Pakadjouma ont eu à récupérer illégalement cet espace. Mais comment est-on arrivé à là? Le domaine de l'État, le premier jour qu'il y a le premier occupant, deuxième occupant, l'État devrait déjà intervenir préalablement. Mais ils ont été préavisés déjà. Non. Aviser, c'est une chose normale. Oui. Mais avant qu'ils s'installent, qu'il y ait 2, 5, 10 familles, 100 familles, l'État était où? L'administration était où? C'est pas normal. Si aujourd'hui, on va se mettre devant le palais de la nation, déjà une personne qui va venir s'installer là, on va le déguerpir. Qui plus est, 10 personnes, 100 personnes. Donc, je démontre qu'il y a absence de l'administration. On doit redresser cette administration qui n'existe que de nom. Revoir de fond en comble l'administration. Hormis cela, il y a également Matakoulous vers Mekonga, Biboua, où les gens passent la nuit à la belle étoile. Non, mais c'est partout. Si j'ai pris ces cas-là, c'est un cas peut-être isolé. Mais vous ne voyez pas que cela s'inscrit dans une dynamique de combattre... en fait, les mauvaises constructions, je suis bien d'accord. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Quand le marché s'érige au bord de la route, il y en a même qui rentrent partiellement sur la route. L'État est où? Comment l'État peut tolérer même une journée que les gens fassent là? Je vous ai donné les jambes du palais de la nation. Si moi je vais m'installer là avec mes valises, on ne me laissera pas une heure. Pourquoi ne pas le faire partout où on sait que c'est le domaine de l'État? Les gens ne doivent pas s'y installer. C'est ça. Très bien. Revenons à l'administration réelle, pas l'administration facétite. Nathan Kianza, salut. Salut, cher Élie. Je suis très content d'être sur ce plateau.
plateau. Je salue mon aîné à ma gauche, en face de moi, M. Joe Maele. C'est un plaisir pour moi d'être en face de lui aujourd'hui. Salutations spéciales également aux Congolais qui nous suivent de partout. C'est un plaisir pour moi d'être ici, surtout que nous sommes venus parler pour l'intérêt des Congolais, raison pour laquelle je vais rapidement revenir sur cette cérémonie comme ça de la 9e, la sortie de la 9e et l'entrée de la 10e promotion au sein de l'École nationale d'administration. Cette cérémonie a été tenue le mardi dernier, en présence même du chef de l'État au centre culturel. Justement, cela s'inscrit dans le sens de pouvoir créer cette administration, une administration forte pour l'intérêt de la République. J'ai entendu, mon aîné a parlé de l'administration. Oui, l'administration doit être forte parce que cela permettra aux institutions d'être également fortes, raison pour laquelle vous allez voir le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou qui, au cours de cette cérémonie, est revenu sur les 3 piliers majeurs qui fondent justement, qui donnent justement un sens au travail qu'il est en train de faire. Il a évoqué l'homme, les règles et les outils pour justement permettre à ce que cette administration soit forte. C'est pour nous éviter aujourd'hui, notamment le cas récent, c'est le cas du secrétaire général au ministère du Travail qui a tenu des propos allant dans le sens de pouvoir discriminer, allant dans le sens de pouvoir, comment je voulais dire, valoriser ou mettre en avant-plan le tribalisme dans notre pays. Et surtout, pour une administration, ça ne peut pas passer. Et raison pour laquelle même cette suspension, le plus vite qui a suivi justement quelques heures après cette déclaration, et raison pour laquelle l'École nationale de l'administration est là pour nous former de Congolais qui ont conscience de pouvoir travailler pour que nos institutions soient fortes, raison pour laquelle nous continuons à saluer le travail énorme que fait l'excellence VPAM Jean-Pierre Liaou au sein de l'administration publique de notre État, le directeur des ressources humaines justement de la République qui est en train de montrer à un temps record le travail qu'il est en train de faire. Et c'est un travail important pour l'intérêt de Congolais. Très bien. Joe Maele, je commence pour ce premier tour de table avec vous. Vous avez suivi Nathan Kianza qui a parlé de ces différentes réformes. Il a alloué Jean-Pierre Liaou-Eboua, ministre de la fonction publique. Mais malheureusement, un constat amer se dégage aujourd'hui. Les fonctionnaires sont impayés. Faudra-t-il admettre que c'est un retard, c'est une contrainte due à la trésorerie de l'État? Merci, Monsieur Eddy. Je vais prendre votre dernière expression. Vous avez dit que c'est une contrainte due à la trésorerie de l'État. Je prendrai ça parce que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, vous allez l'admettre que nous n'avons pas assez d'éléments concernant les retards des paiements. Alors c'est une contrainte due à la trésorerie de l'État. J'avais suivi un député qui a dit que les débuts de l'année c'est toujours comme ça parce qu'on intègre des éléments techniques, tout ça. Alors moi j'admets parce que c'est lui qui est le représentant du peuple. Mais cette contrainte, nous qui sommes Congolais, nous n'allons pas l'admettre, nous n'allons pas le gober parce que vous savez que lorsque les autorités agissent, ils doivent avoir une dimension, je l'ai toujours dit, soteriologique. La dimension soteriologique, c'est cette dimension de poser les actions qui sont salutaires, les actions qui vont au bénéfice de la population, les actions qui vont satisfaire la population. Alors, je pense que dans cette dimension salutaire, si vous voulez bien, il y a des éléments qui n'ont pas satisfait et aujourd'hui, il y a retard. Il n'y a pas un paiement parce que si vous dites un paiement et retard des paiements, c'est deux choses différentes. Un paiement, c'est lorsque la personne qui est engagée ou ton patron n'arrive pas à te payer. Mais lorsqu'il y a retard, ça signifie que l'argent est là, mais on ne te paye pas par rapport à la date prévue. Alors, nous admettons aujourd'hui qu'il n'y a pas un paiement, mais qu'il y a retard de paiement. Oui.
C'est ce qu'il faut admettre. Et ces retards de paiement, nous ne pouvons pas être satisfaits parce que nous autres, nous sommes parents, nous avons des parents, nous avons des collègues parents. Alors, vous savez quel est le caractère de la rémunération. Qu'est-ce que la rémunération fait? D'où je vais inciter le ministre des Finances, son équipe, de pouvoir toujours travailler enfin de libérer cette situation avant. Enfin de pouvoir payer les fonctionnaires de l'État avant. Alors moi, je ne veux pas trop... Mais le pays a plusieurs priorités quand même. Non, vous savez, le pays a plusieurs priorités, c'est bien. Parmi les priorités, il y a aussi l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit être au centre de tout. Oui. Si vous suivez la périphrase de l'UDPS qui dit que le peuple d'abord, cela signifie que les actions des autorités doivent toujours rimer avec la satisfaction de l'homme. Alors, l'homme a divers domaines. L'homme a divers... Donc servir et non se servir en fait. Ben oui, il faut d'abord. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est quand vous faites plutôt une statistique de ceux qui sont fonctionnaires de l'État, vous verrez que c'est plus de la majorité de la population qui travaille, qui est fonctionnaire de l'État. Alors, lorsque il y a ces retards de paiement, ça bouleverse aussi les calculs de la maison, ça bouleverse aussi le fonctionnement même de foyer. Alors moi je pense que les salaires ont un caractère alimentaire en fait. Si vous voulez, je vous le concède. Alors au-delà du caractère alimentaire, ça a plusieurs caractères. Parce qu'aujourd'hui, ça a aussi un caractère social, ça a aussi un caractère sanitaire, je vous le concède. Mais c'est primordial. Donc lorsque vous dites la priorité, satisfaire aussi le besoin de la population par les biais de payer dans les temps, c'est aussi prioritaire. Parce que si l'homme ne travaille pas, par exemple, prenons l'aspect administratif que les deux co-débatteurs ont dit, si l'aspect administratif est inexistentiel dans une nation, l'appareil politique ne marche pas. Parce que l'appareil politique ne marche qu'avec l'appareil administratif. Et qui est dans cette administration? Ce sont ces différentes personnes que nous appelons les fonctionnaires. Même pour que le chef de l'État fonctionne. Le chef de l'État lui-même, c'est une institution. Mais autour de lui, il y a un appareil administratif qu'on appelle la présidence. Donc le chef de l'État ne peut travailler isolement de la présidence. Donc pour que le chef de l'État travaille, il faudrait que l'appareil administratif, là qu'on appelle présidence, soit existentiel. Même lui-même, le ministre Doudou Fouamba, lui-même c'est Doudou Fouamba, ministre de l'économie. Et ministre des Finances, excusez-moi. Mais pour que Doudou Fouamba travaille, il faudrait que son administration existe. Il faudrait qu'il y ait un cabinet, il faudrait que le secrétariat général, les directions, les divisions, les bureaux et les cellules, vous voyez un peu comment c'est échelonné. Il faudrait que toutes ces personnes existent. D'où il faudrait, en fait, liquider ce que vous devez à ces personnes pour que ces personnes aussi, moralement, soient bien. Et puis, c'est aussi pour éviter certains antivaleurs. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'une personne n'est pas rémunérée, il navigue dans ces zones-là de la corruption, de l'immoralité, alors pour l'insécurité aussi, parce que quand une personne n'est pas rémunérée, son foyer a l'insécurité. Lorsque son foyer a l'insécurité, les enfants peuvent aller faire de n'importe quoi. D'où je cite le ministre Fouamba, cette fois-ci, que ce soit pour la paye prochaine, pour la paye prochaine plutôt du mois de mars ou ce qui va venir, de pouvoir mieux fignoler ces documents, afin de mieux satisfaire cette corporation-là que nous appelons le fonctionnaire. Très bien. Monsieur Gondi, je reviens à vous. À chaque retard de paiement des salaires, les réseaux sociaux s'enflamment, les accusations pleuvent, mais également les procès sont faits en quelques minutes. Pourtant, il faut le dire, vous l'avez déjà aussi mentionné par rapport à l'administration, les finances publiques n'est ni un slogan, mais également ni une improvisation. Mais pourquoi ne pas prévoir cet état des choses avant pour ne pas rester dans des retards qui diraient que n'augurent rien de bon? Le mot-clé, c'est prévoir. On dit gouverner, c'est prévoir. Ou prévoir, c'est gouverner. Vice-versa, ça va dans le même sens. Si on n'arrive pas à prévoir ou à prévenir, ça pose un problème de gestion. Je vois tout le monde lancer des fleurs
au ministre de la fonction publique, moi le premier. Mais moi, je peux lui lancer des fleurs, mais c'est genre fleur rose. La fleur est là, jolie, mais comme la tige est remplie d'épines. C'est un ancien mariste comme moi, je l'applaudis, mais il fait le travail à moitié. C'est vrai par rapport à d'autres ministres ou ministères, c'est quelqu'un qui est très organisé. Moi, je pense, et fort de mon expérience au niveau des entreprises, même au niveau de la gestion des conseils d'administration, etc. Moi, j'ai dit, mais l'administration, il n'y a pas réellement de réforme. L'administration doit être gérée comme une entreprise. Il y a pléthore du personnel. À l'heure où on passe au numérique, à l'heure où on passe à l'intelligence artificielle, il y a pléthore, il y a plus d'1 500 000 fonctionnaires. On trouve certains en dessous des arbres, puisqu'il n'y a pas assez de bureaux pour les contenir. Même quand on arrive à les contenir dans le bureau, mais il y en a qui brillent par leur oisivité, puisqu'ils ne savent pas quelle est leur fiche métier, quelle est leur fiche de poste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils doivent faire comme tâche et remplir comme tâche. Chaque ministre qui vient, dans chaque ministère, là, c'est pas seulement la fonction publique, embauche les gens du parti, embauche les gens de la famille. On ne fait que rajouter le nombre de fonctionnaires alors qu'on n'en a pas besoin. Moi, j'ai dit, on devrait commencer par ce qu'on appelle un plan social. Définir d'abord notre administration. Qu'est-ce qu'on veut de cette administration? Quels sont les moyens qu'on peut avoir contre... Mais la finalité de l'État, c'est de donner du boulot à tous. Non, c'est de gérer. Non, c'est de gérer l'État. Puisse embaucher, vous ne voyez pas que... Suivez mon raisonnement. Oui. Pour embaucher, ça ne vaut pas le coup. Dans le sens où on doit avoir un objectif pour notre administration et les moyens. Les moyens, là, c'est d'abord les moyens humains. Combien de personnes dont on a besoin? Quel matériel nous devons avoir à l'heure où on passe à l'intelligence artificielle? Le travail qui était fait par 10 personnes, 20 personnes, une seule personne peut le faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les gens qui doivent quitter l'administration après restructuration, ils partent pas main vide. Ils sont rémunérés en moyenne à $200. Si quelqu'un qui touche $200, tu lui donnes au bas mot 5 à 10 000 $, voire même plus, pour qu'il aille monter son entreprise, je pense qu'il sera heureux. Même ceux qui vont à la retraite, là. On va commencer par mettre ceux qui vont à la retraite en dehors et en leur donnant des enveloppes liées au fait qu'ils aient passé un certain nombre d'années dans l'administration. Aux autres, on donne aussi des enveloppes pour ceux qui veulent individuellement ou par petits groupes monter des entreprises privées. Ce sont les entreprises privées qui enrichissent l'État. Ce n'est pas les fonctionnaires de l'État qui enrichissent l'État. Le développement, l'administration ne peut intervenir que par rapport à l'agencement, à la gestion du quotidien du pays. Mais ce sont les entreprises privées qui développent. Donc, il faut leur donner des moyens, réduire. Moi, je dis qu'avec 500 000, je le dis comme ça, avec 500 000 fonctionnaires, on peut gérer ce pays, son administration. D'autant plus que tout est décentralisé. Oui. Chaque province a son administration. Chaque commune a son administration. Pourquoi garder 1 500 000 fonctionnaires? Donnez-leur des moyens qu'ils aillent monter des entreprises personnelles ou en petits groupes. Donc c'est ça la bonne réforme. C'est pas le fait d'identifier, de faire un book avec le nom de fonctionnaire, le numéro de matricule. Là, on n'a rien fait. On n'a rien fait, du moins pour moi. Les gens qui n'ont pas l'expérience que j'ai de l'administration, surtout privée ou para-étatique, diront toujours tout est rose, tout est beau. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu quoi? Mais il y a toujours pléthore du personnel et les gens ne sont pas payés. Puisqu'ils seront à 500 000, non seulement ils seront payés tout le mois, leur salaire pourra être doublé. À 500 000 fonctionnaires, ils toucheront 2, voire même 3 fois plus que ce qu'ils touchent aujourd'hui. Voilà, c'est ça la vraie réforme. Je peux rentrer dans le détail d'une restructuration, sinon jamais connu de restructuration. Moi, j'ai participé aux restructurations d'entreprises. Moi, j'ai dit une entreprise qui est en difficulté comme l'administration congolaise, comme la fonction publique congolaise, si on ne restructure pas, on fait que sortir des bottins, ou alors on dit, d'un côté, on forme des administrateurs qui seront des attachés de première classe ou seront des chefs de bureau. Ce n'est pas eux qui vont changer les choses, c'est la base.
c'est la restructuration. Ils vont changer les choses dans l'administration à partir de quel élément? À partir de quel schéma? Est-ce qu'il y a un schéma directeur? Voir comment fonctionne une administration de tel ou tel ministère? Non, on n'a pas. Ce qui fait que quand les ministres arrivent avec leur cabinet, ils s'imposent. Ceux qui administrent l'administration, mais mal puisqu'ils ne connaissent pas ces administrations-là. À peine qu'ils ont commencé à administrer l'administration, ils sont plus ministres. Il faut revoir de fond en comble notre administration et bien définir ses objectifs et lui donner des moyens en personnel qualifié et en matériel qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que demain, si moi je veux un passeport, au lieu d'aller au ministère des Affaires étrangères, je peux avoir mon passeport à partir de ma commune ou dans ce qui est intercommunal. Au lieu que tout le monde s'engouffre dans le minibus pour venir aux affaires étrangères, c'est mal géré. Il faut dire les choses vraies si vous voulez qu'on évolue. Très bien. Nathan Kianza, les retards enregistrés pour le paiement des salaires des fonctionnaires, un pays en situation de pression sécuritaire ou de guerre consacre des ressources considérables à sa défense. Quelle doit être aujourd'hui la priorité de l'État face à cet état des choses? Payer à temps les fonctionnaires ou défendre l'intégrité du territoire national qui est menacé? Merci beaucoup, cher Eddy. Je pense que c'est très important qu'on puisse élaguer cela de la tête de Congolais, parce que j'ai entendu même ce même raisonnement dans la tête de mon aîné qui est à ma gauche. Et c'est un regret pour moi, si seulement, c'est un regret pour moi, si seulement, je dirais, mon aîné à gauche puisse se comporter comme le commun des mortels pour rejeter la faute même sur le VPM Jean-Pierre Liaou. Vous savez, le job description du ministre de la fonction publique est très très bien défini. Oui. Lui n'est pas là pour payer les agents. Lui, il est au niveau du recrutement, oui, la formation des agents notamment, et non le paiement des agents. Les paiements des agents, c'est le ministre de Finances. Oui. Même mon aîné ne le connaît pas. C'est regrettable. Moi, je n'ai pas parlé de paiement. S'il vous plaît. Permettez-moi, par civilité. Non, s'il vous plaît. Vous avancez dans la fausseté. S'il vous plaît. Mais je reviendrai là-dessus. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Même mon aîné ne le connaît pas. Pourtant, c'est un intellectuel, c'est un scientifique. Pourtant, c'est une tête bien faite. Lui, il se comporte comme des communs de mortels. C'est pas d'un problème. C'est pas d'un problème. Ce n'est pas d'un problème. Mais on avance, parce que je suis là pour apporter en tout cas de précision. J'ai entendu, il dit encore, non, ce n'est pas mettre le nom des agents, c'est pas moi dans l'annuaire qui constitue une réforme. Mais attention, attention, cher Eddy, la République démocratique du Congo, notre pays, nos institutions, avant l'arrivée du VPM Jean-Pierre Liaou, recrutaient déjà. Les différents gouvernements se sont succédés, les différents ministres sont arrivés et ils ont recruté en désordre. Il n'a jamais existé l'annuaire alphabétique et numérique que nous a proposé le VPM Jean-Pierre Liaou, parce que son importance aujourd'hui, c'est de nous éviter les cumulats. Monsieur Eddy, vous êtes sans inno, vous êtes journaliste. Ici, dans ce pays, vous avez connu, après l'arrivée du VPM Jean-Pierre Liaou, nous avons vu de Congolais ayant plusieurs numéros matricules, oui, s'il vous plaît. Et cet annuaire aujourd'hui nous permet à ce que d'identifier qui fait quoi. Qui est fonctionnaire de l'État, qui ne l'est pas. Mais mon aîné est en train de rejeter cette réforme combien importante. Mais mon sang, mais bon Dieu. Évitez de tirer. Non, je ne tire pas. Que... Il l'a dit. Oui. Vous êtes présentateur, vous avez mieux suivi que moi ce qu'il a dit. C'est regrettable pour un aîné de le dire. Et surtout qu'il est en train de vanter son expérience au sein des entreprises publiques, son expérience administrative, oui, il est en train de régner cette réforme. C'est regrettable et ça fait mal. Si seulement un aîné peut se comporter ainsi, peut réfléchir ainsi, c'est regrettable. Même le commun des mortels ne réfléchissent pas ainsi. C'est regrettable. Il a encore
il est revenu sur... Heureusement, je suis là pour donner de la matière. On ne répond pas à la question du journaliste. On revient sur moi. Non, s'il vous plaît. Je vais répondre de la matière. Je suis en train de laguer le fausseté. Pendant que je suis sur ce plateau, je ne peux pas accepter qu'on puisse dire de mensonges, de fausseté aussi sur ce que un Congolais de bonne qualité est en train de faire. C'est vrai, je ne suis pas ici défenseur de Jean-Pierre Liaou, il n'en a pas besoin. Mais cela nous profite tous. Attendez, je vais vous dévoiler un secret. Moi, là, Tom Kianza qui vous parle aujourd'hui, je suis un fils d'un militaire. Aujourd'hui, le VPM Jean-Pierre Liaou nous a amené cette réforme sur la sécurité sociale avec la CENSAM. Monsieur Eddy, ça nous permet aujourd'hui de sécuriser, ça permet aujourd'hui d'assurer la couverture sociale des agents avant et après et pendant les retraites. Aujourd'hui, les militaires et policiers, je l'ai dit que je suis fils d'un policier, mon père également est bénéficiaire de cela. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il est payé, on retranche une partie pour lui permettre à ce que, lorsqu'il sera à la retraite, cela va permettre à ce qu'il puisse continuer à vivre dignement en tant qu'un peuple. Parce qu'il a géré sous le vent. C'est parmi les réformes. Mais mon aîné est en train de remettre cela en cause. C'est regrettable. Mais j'avance maintenant pour répondre à votre question. Comme j'étais en train de dire, la responsabilité, c'est au niveau du ministre des Finances et non du VPM de la fonction publique. Mais regardez, le ministre des Finances, on a connu plusieurs ministres à la tête de ce pays. Et surtout, sous Tshisekedi, on a connu Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est passé... Waba Lampander. Waba Lampander, Waba Forage. Détournement ça et là. Détournement ça et là. Mais portez plainte. Attendez quoi? Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Gandhi, évitez d'être agité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez le défenseur de Nicolas Kazadi. Il est à ma gauche. Il est à ma gauche. Monsieur Eddy, détournement. Et vous savez, la justice de notre pays n'a pas forcément besoin qu'on puisse aller porter plainte pour qu'elle puisse se saisir. La justice, son rôle également, c'est de rechercher le fait infractionnaire. Vous avez vu que je lui donne la matière. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand l'ennemi s'agite devant un petit frère, en tout cas, c'est inquiétant. Mais j'ai la parole en effet. Voilà les défenseurs de Nicolas Kazadi. Vous avez ma protection. La justice devrait s'en saisir directement. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Il veut que je porte plainte. Mais pourtant, il y a eu tout un rapport de l'UGF. L'inspection générale de finances avec Gilles Alinguetti, c'est pas moi. Il a été vanté, on a chanté pour lui sur les différents plateaux de télévision qu'il était en train de faire un bon travail, Gilles Alinguetti. Mais il a fait un rapport, il a pondu un rapport. Mais c'était à la justice de s'en saisir, de l'interpeller, d'enquêter et de savoir si réellement il est vrai qu'il a détourné comme disait le rapport de l'IGF. Ça n'a pas été fait. Il est passé. Le Congolais ont souffert pendant que lui, il était en train de détourner selon l'IGF, mais les Congolais n'étaient pas payés. Nicolas Kazadi s'en va et il y a Doudou Famba qui vient. Mais ce que j'aime, c'est qu'il s'agit ici de différents ministres de l'UDPS. Il s'agit des différents ministres ici de l'UDPS qui sont censés accompagner les chefs de l'État. Et c'est ainsi que je vais réitérer ce que j'ai toujours dit, que le président de la République a un sérieux problème au niveau du casting. Il s'est fait entourer de mauvaises personnes généralement. Comme qui par Parce que le ministère de Finances, c'est l'un des ministères régaliens qui, justement, permet au chef de l'État d'avoir une personne digne de confiance qui, à tout moment, pourrait servir le Congolais en toute responsabilité. Doudou Famba n'est rempli pas jusqu'à ce jour. Attendez, s'il vous plaît, on doit se le dire. On doit se le dire. On doit se le dire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est de l'UDPS, on estime qu'il allait accompagner dignement le chef de l'État. Mais il ne le fait pas. Jusqu'à ce jour. Regardez, au mois de décembre, le Congolais, on connaît. Moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Je ne le suis pas. L'État ne me paye pas. Mais le fait pour moi d'être journaliste, j'ai les informations. En décembre, le Congolais se sont plaints. Imaginez pendant les fêtes, les Congolais se sont plaints que ça tardait, ils n'ont pas été payés à temps. Ils ont été payés en retard, les gens n'ont pas bien fêté. Et on quitte le mois de décembre pour arriver au mois de janvier. Vous connaissez, généralement, en RDC, chez nous, cette crise existe également dans d'autres mondes. On
En RDC, au mois de janvier, à Kinshasa, pratiquement, c'est difficile pour qu'on puisse vivre avec le petit moyen. Comme on le dit communément, bien à la Kamakasi au mois de janvier. Mais comment ne pas permettre à ce que les agents puissent être payés après avoir passé c'est une piaka pendant tout un mois? On dit le mois de janvier, parce que certains plaisantent même pour dire que le mois de janvier, c'est pratiquement 60 jours. Pour dire que le mois de janvier traîne et tellement qu'on n'a pas de moyens pour vivre et c'est difficile de s'en sortir. Raison pour laquelle le ministre des Finances devrait justement tenir compte de ça. C'est vrai, on dit que c'est un nouveau mois, c'est une nouvelle année, il faudrait travailler ceci, travailler cela. Oui, mais il y a tout un budget pour ça. Tout est prévu. Adolphe Mouzi est ministre de budget parce qu'il travaille en collaboration directe avec le ministre de Finances. Ils ont préparé un budget pour l'année 2000, pour l'exercice 2026. Qu'en est-il de ce budget? Les agents ne se retrouvent pas. Ils ne sont pas payés. Ça tarde pourquoi? Mon frère a parlé ici du retard et de l'impayement. Oui. L'impayement, oui, ça c'est vrai, on ne peut pas accepter. Et ce n'est pas l'impayement, c'est le retard. Oui, le retard, mais pourquoi? L'ouvrier mérite son salaire. Oui. Les salaires ont un caractère alimentaire. Oui. Nous vivons avec le pain que nous gagnons chaque fin du mois. Nous sommes capables de nouer le début du mois avec le pain que nous gagnons. Bien que c'est insignifiant, mais on s'est habitué comme ça. Et on vit ainsi. Nos parents nous ont... Moi, personnellement, mon fils d'un policier, mon père m'a nourri et m'a scolarisé de cette manière. Et quand vous ne permettez pas à ce que les agents puissent payer à temps, en tout cas, c'est regrettable et il faudrait en parler. Bientôt, la situation sera résolue. Et tes appels. Non, c'est pas... Non, il ne faut pas dire que bientôt, il faudrait payer. C'est ce qu'on a besoin. Et payer à temps. Très bien. Monsieur Gondi, avez-vous quelque chose à dire? Ben oui, mais une parenthèse, je suis incompris, ou alors c'est moi qui m'exprime mal. Je n'ai pas attaqué le ministre de la fonction publique, j'ai dit ce qu'il a fait. Moi, je lui donnerai 30%, 40%, mais je ne lui donnerai pas 80%. Pourquoi? Puisque pour moi, il n'y a pas eu de réforme de fonds. Ce n'est pas puisqu'il y a la sécurité sociale. Là, c'est dans le plan du président de la République. Moi, réformer l'administration, c'est définir clairement et que les citoyens comprennent quel est les usagers que nous sommes. Oui. Quel est le rôle de l'administration, comment est-ce que l'administration fonctionne pour répondre à nos besoins en tant qu'usagers. Ça, moi, j'ai dit, il y a un problème dans ce pays. Aucun ministre n'est parvenu à le faire, encore moins celui qui est là en ce moment. Mais il y a eu quand même un début, peut-être. Non, il y a des choses. Il y a eu des choses. Il y aura beaucoup d'améliorations. Non, on n'améliore pas une administration comme ça, à petits pas. C'est-à-dire, on doit définir d'abord son rôle et voir ce qui va d'un côté, ce qui ne va pas. Ce qui va, on regarde. Ce qui ne va pas, on corrige. Corriger, pour moi, entre autres, c'est restructurer l'administration. Cette administration, il devrait avoir, je ne dirais pas les couilles, puisque c'est un peu familier, il doit avoir des reins solides pour pouvoir aller là où tout le monde a eu peur. Réduire le personnel de l'administration. Cela suppose aussi que le nombre de ministères... On doit réduire comment? On doit les licencier non. Les personnels oui. Comment? Quand on restructure... Il y a pléthore. Il y a pléthore, on doit passer par le système qu'on appelle un plan social. Restructuré. En restructurant, on fait partir déjà ceux qui sont à l'âge de la retraite. C'est une chose faite déjà. Non, c'est ça qui s'est fait. Non, ça s'est fait... Non. Il n'est pas informé. Non, ne s'est pas fait. Il n'est pas informé. Mais vous êtes, je sais pas, vous êtes loin de voir les choses. Parce que vous êtes loin de cette gestion-là. Renvoyer les gens à la retraite, c'est pas à compte-gouttes. Et aujourd'hui, c'est fait à compte-gouttes. Ceux qui sont à l'âge de retraite, il y a des enseignants qui ont 70 ans, qui ont 80 ans. On doit attendre qu'ils meurent. On doit les envoyer à la retraite, quitte à ce que l'État s'endette. Pourquoi s'endetter? D'ailleurs, on est parti de 4 milliards de budget, on est à 20 milliards, voire même plus. On peut dire 5 milliards, on fait une restructuration. Ceux qui doivent partir à la retraite, on leur donne des moyens. Et ensuite, deuxième étape, les gens qui ont des projets personnels ou en petits groupes qui viennent les présenter, on les finance. Ils vont monter leur entreprise privée. On multiplie le nombre d'acteurs économiques sur les terrains. Donc, on réduit l'administration et on informatise, le mot qui est bien connu des gens, on informatise. D'autant plus qu'on est aujourd'hui, on est à l'heure de la numérisation, de l'intelligence artificielle, même les journalistes le savent. À savoir, un article où je prenais 2 jours ou 3 jours, je peux le faire en une journée, en quelques minutes. Pour l'essentiel, je rajoute, j'enlève, etc. On est à l'heure de l'intelligence artificielle. Actuellement, il y a l'annuaire
de l'administration à travers... mais c'est honteux, il faut qu'il le dise ici. Oui. Il ne faut pas qu'il aille à l'extérieur. Ah, pour l'administration, j'ai réformé. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter les non, quand même des réformes? C'est la gnognotte. C'est une gnognotte. C'est une gnognotte. Me permettez. Non, je finis. Vous n'avez plus de musique, alors attendez, laissez-moi comme ça. C'est de la gnognotte, c'est rien. Il ne pourra pas, en tant que ministre de la fonction publique à l'extérieur, si on lui pose la question, quelle réforme, il va dire que moi, j'ai produit l'annuaire de l'administration, on va lui rigoler. Mais la situation des ça va, c'est un truc normal. La problématique des chaque ministère devrait avoir ça. Mais c'est Gandhi, la problématique des cumulards au sein de la fonction publique. Il y en a toujours. Monsieur, non payé. Il y en a toujours. Monsieur Lee, oui. La réforme, s'il vous plaît, permettez-moi. Cette réforme n'a jamais existé. L'annuaire n'a jamais existé. Et c'est pour la première fois qu'on ait ça en RDC, dans notre administration publique. Est-ce que c'est mauvais à quel niveau? Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais c'est pas ça. On va rigoler dessus. C'est pas une réforme. J'aimerais être au milieu des arguments de mes co-débatteurs. Parce que il faudrait que je sois tempéré. Alors, je prendrai d'une part les dires de M. Gandhi, d'une part les dires de mon frère Kianza Nathan. Alors, lorsqu'on parle des réformes, on est très d'accord, très positif. Parce que les réformes apportent un vent nouveau. Les réformes permettent, au pluriel, parce qu'il doit en avoir plus, les réformes permettent à l'administration de mieux fonctionner. Alors, nous avons dans ces pays, si on doit cartographier une administration archaïque par la manière dont elle travaille. Alors, il faut adapter l'administration archaïque aux besoins actuels. Alors, il y a les ministres Liaou qui arrivent. Moi, j'applaudis et j'apprécie son dynamisme. Oui. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas faire une analyse superficielle. Oui. Il faudrait être dans le fond. Je pense que dans le couloir, nous étions en train de parler avec M. Gandhi sur certaines thématiques que vous, les journalistes, vous nous proposez. M. Gandhi a bien dit. Ce que mon frère Nathan a dit, c'est bien. Ce que M. Gandhi a dit aussi, c'est bien. M. Gandhi a quantifié l'apport numérique du ministre Liaou. Il a dit, il a fait des réformes. Mais au regard de ce que nous avons comme problème, ces réformes-là équivaut à 30%. Est-ce que c'est une méchanceté? J'ai vu que mon frère Nathan a sorti des biceps. Je le lui conseille. Alors, lorsqu'on parle de réformes, vous savez, l'administration publique aujourd'hui, ce n'est pas une chose qui est officieuse. C'est une chose qui est officielle, légalisée. Par exemple, les canaux par lesquels l'administration recrute. On doit nous installer une politique bien connue, bien ficelée, qui va faire à ce que lorsque l'administration doit recruter, nous savons que l'administration recrute par ces canaux. Est-ce que jusqu'à l'heure où je parle, il y a un canal par lequel l'administration recrute? Où nous ne savons pas, c'est particulier, hein? La fonction publique, quand je parle de l'administration, c'est particulier. On peut avoir, par exemple, l'ENA et certaines administrations qui balancent les offres d'emploi, mais une politique générale qui sait que lorsque l'administration doit recruter, l'administration recrute par ces canaux. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, la fonction publique peut travailler avec les universités. Il dit que si je dois recruter, attendez, quand c'est important, pourquoi vous me dites parce qu'au cours de l'état, on va aborder le deuxième sujet. C'est ce qui est important, c'est ça. C'est pas de blabla. Lorsque l'administration doit recruter, par exemple, il doit travailler avec des universités. Il va, par exemple, à l'UNIKIN, il dépose ses besoins. Il dit, j'aurai besoin, en 2026, de 46 candidats. Et les 46 candidats doivent provenir de 10 universités. Chaque université envoie, ils vont aller faire les tests. Voilà les canaux par lesquels on impose. Mais il y a l'ENA. J'ai dit ici, ici, l'ENA, c'est une particularité. Ce n'est pas une politique générale. Ils forment 100 personnes. L'administration a besoin de... L'ENA, vous savez qu'à l'ENA, on tamise. Hein? On peut avoir 10 000, on commence à tamiser, et puis on prend... Ici, c'est une politique générale. La politique générale va permettre quoi? Va permettre à ce que, lorsque M. Joe Maïle, par exemple, veut devenir fonctionnaire, je connais les canaux par lesquels je vais aller postuler. Ouais. Est-ce que si on dit ça à Liaou, de prendre ça, est-ce que nous ne l'aimons pas? Nous l'aimons. Très bien. La politique, j'arrive. Monsieur Gandhi a parlé de ça. La politique de la mise en retraite, c'est pour équilibrer nos administrations. C'est une politique très importante. Il faudrait que nous puissions savoir chaque année combien partent en retraite.
c'est très important. Lorsqu'on est en train de mettre des personnes en retraite, il y a une machine en amont qui fait à ce qu'on puisse recruter chaque année. Chaque année, les gens partent en retraite. Chaque année, on recrute. Et cela permet, nous, de gérer la pyramide des âges. Très bien. Ressources humaines, c'est comme ça. Vous voyez comment est-ce que ça marche? Est-ce Oui. que si on dit ça au ministre Liaou, est-ce qu'on l'a tiré dessus? Très bien. Non. Le ministre Liaou, c'est un bon. Il est dynamique. Mais par rapport à ce qu'il fait, il doit encore ajouter. Il nous amène l'annuaire plutôt. C'est Mais bon. il prend beaucoup de temps, C'est M. bon. Eli, C'est s'il bon. vous plaît. Mais Il prend beaucoup de temps. après, il faut continuer. C'est une suite. prend C'est également- il une prend suite beaucoup de logique. temps. C'est une suite logique. Avec Doudou Fouamba, dire l'impayement, parler du retard. Vous l'avez déjà dit. Non, s'il vous plaît, Vous avez s'il déjà vous plaît. abordé la question. Non, mon frère a s'il fustigé, vous plaît. non, il a fustigé l'action prend de beaucoup de non, temps. s'il vous S'il vous plaît, plaît, Dieu il a m'aide. fustigé l'action de Doudou Fouamba. Oui. Mais Il résume, s'il vous plaît, il résume les retards à l'action de M. Fouamba. Les retards, il dit que bon, parce qu'il y a... le ministre des Finances. J'arrive. Oh. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions écorcher les sujets? Vous dites que ce qu'il fait, c'est mal, parce qu'il résume les retards. Il prétend les retards de décembre, les retards de janvier. Pour lui, ces deux retards font à ce que M. Doudou Fouamba soit une très mauvaise personne. Comment est-ce qu'on évalue un ministre des Finances? C'est ça la grande question. On l'évalue comment? Non, d'abord, avant qu'il conclue de l'action de Doudou Fouamba, il fallait qu'il se pose la question, comment est-ce qu'on évalue un ministre des Finances? Il a parlé du job description, non? Est-ce que vous avez évalué le job description de Doudou Fouamba pour conclure que c'est un médiocre? Antérieurement, vous avez parlé des détournements. Si par exemple, vous aurez dit que M. Doudou Fouamba aurait détourné, oh, là j'allais sortir les griffes. Très bien. Changeons de chapitre. Mais ici, vous voyez là où il tombe. Il évalue l'action de Doudou Fouamba par rapport au retard et en conclusion, il dit que Fouamba, c'était médiocre. Moi, je dis que... Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Désolé. S'il vous plaît. Je ne l'ai pas dit. Monsieur Gandhi, Il sort, Je ne l'ai pas dit. il dit ceci. Je ne l'ai pas dit. Si on veut rentrer l'émission en retard, il dit, Nicolas Kazadi, il commence par... On ne doit pas Il commence par Nicolas Kazadi. On a plusieurs sujets Vous parlez que le chef de l'État a un problème de casting. Vous dites que le chef de l'État a un problème de casting. S'il vous plaît, même vous avez dit que le chef de l'État... Monsieur Eli, il a dit que le chef de l'État a un problème de casting concernant les ministères des Finances. Est-ce qu'il n'a pas dit? S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'a pas dit? S'il vous plaît. Il a dit, non, il doit l'accepter. Il a dit que le chef de l'État a un problème de casting concernant les ministères des Finances. Est-ce qu'il n'a pas dit? Changeons de chapitre. Parfois, il ne faudrait pas prendre part des co-débatteurs. Ils doivent assumer les propos. On ne doit pas rester dans ces sujets. Vous aussi non plus ne prenez pas part des co-débatteurs. Ils doivent assumer. Ils seront responsables. Monsieur Gandhi, Oui. l'Angola, officiellement mandaté pour conduire des consultations en vue d'un dialogue congolais à ce sujet. Le pays de Joao Lourenço a proposé l'entrée en vigueur de cessez-le-feu entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la FC M23 dès ce 18 février. Cela fait suite bien évidemment à la rencontre qui a eu lieu le lundi entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço et quelques médiateurs désignés dans ces conflits. Comment voyez-vous ça? Bah, moi, je dis que... Vous n'avez que 2 minutes en fait. Ouais, non. Je sais être concis Oui. et précis, succinct. Moi, je pense que c'est une très bonne démarche. Dans le sens où l'Angola fait partie des pays qui nous sont proches. Souvenez-vous que l'Angola, au moins une partie de l'Angola et de notre pays et des autres pays comme le Gabon et le Congo ont fait partie du Royaume Congo. On n'oublie pas cela. On a une personnalité en commun qui s'appelle Kim Pavita, qui est à la fois de l'Angola et d'ici. L'Angola, pourquoi l'Angola? Puisqu'actuellement, son président est président de l'Union africaine. Il va quitter ce poste-là dans un mois, je crois, ou le mois prochain. Donc, c'est de bon augure. Son rôle, c'est simplement
de recueillir les positions des uns et des autres par rapport à l'organisation ultérieure du dialogue. Ce n'est pas pour organiser le dialogue. Lui recueille les sentiments des uns et des autres, ce que les uns et les autres proposent pour qu'on ait un bon dialogue. À la fin de son mandat, puisque c'est un mandat qu'il a, c'est à la fin de son mandat qu'il va remettre au président de la République les éléments qu'il a eus, un peu à l'image de ce que Mobutu avait fait à l'époque avant de démocratiser les systèmes. Il avait envoyé des gens ici ou là pour recueillir les sentiments des uns des autres, même des populations, des fonctionnaires, par rapport à sa gestion du pays. C'est à l'issue de ça qu'on peut éventuellement tenir un conclave, une réunion, une conférence de dialogue, mais il faudra aussi, au travers de cette démarche, de pouvoir savoir qui va faire partie mais justement, dialoguer avec qui, d'autant plus que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait établi des préalables, bien évidemment. D'abord, ceux qui ont touché les armes, Nanga et les restes ne peuvent pas, Joseph Kabila ne peut pas participer à ces dialogues. Entre-temps, la CENCO insiste sur l'inclusivité de ces dialogues, c'est-à-dire il faut inclure les groupes armés qui équiment l'Est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que ces dialogues aura bel et bien lieu et ça va tenir en fait? Non, mais il faut faire la différence entre le dialogue et la consultation. Le consultation, il recueille ce que les uns les autres pensent, les avis des uns des autres, oui, sur ce qui pose problème au niveau de la cohésion nationale, ce qui pose problème pour pouvoir arriver à retrouver la paix au niveau de l'Est. Il va avoir les avis des uns des autres, il va voir qui est intéressé, etc. Mais ce n'est pas dit que tout le monde qui sera entendu, écouté par le président Lorenzo, fera partie du dialogue. Non, il y a quand même des préalables. Il y a le respect de la territorialité de notre pays. Quand on dit respect de notre souveraineté, ça veut dire que là où les rebelles occupent, ils occupent illégalement. Je pense que le processus sera respecté tel que défini par la résolution 2773 et par la résolution 2808. On va aboutir à ça. Avant d'arriver au dialogue, on va aboutir au fait qu'il y ait applicabilité de ces deux résolutions ainsi que les accords de Washington. On ne passera pas outre tous ces éléments. On ne va pas refaire les discussions encore. Là, c'est pour entendre. Mais c'est aussi, pour moi, politiquement, une façon de gagner du temps. Puisque ces rencontres ne vont pas prendre 2 ou 3 mois. Ça risque de prendre 6 mois. Le temps qu'on résume toute la situation, que le président prenne connaissance de tout ça, on est presque à la fin, on sera presque à la fin de l'année. Si dialogue il y aura l'année prochaine, mais pas avec tout le monde, comme la question a été posée. Ce ne sera pas avec tout le monde. Ceux qui ont du sang dans leurs mains ne pourront pas participer, puisque la loi, le droit sera respecté jusqu'au bout. D'ailleurs, Kabila pose problème, il dit qu'il ne veut pas venir. Il peut venir en Angola, mais à condition qu'on leur donne une pièce, une chambre à 2. Fenêtre fermée, porte fermée. Pourquoi faire? Qu'on libère les... Alors qu'on fasse la boxe, celui qui va gagner la boxe, ou alors il y a un qui est devenu PD ou quoi. Je ne sais pas. Les conditions qu'il pose, c'est des conditions pour dire que ce dialogue-là n'aura pas lieu. Très bien. Nathan Kianza, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, mais également les CICA insistent sur l'inclusivité de ces assises qui se profilent à l'horizon. Mais pour de nombreux Congolais, notamment les victimes directes des violences à l'est de la République démocratique du Congo, cette position est difficilement acceptable, d'autant plus qu'on voit dans les propos des hommes religieux la banalisation des crimes commis contre la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, cher Elie. Merci beaucoup. Je pense que vous allez me permettre en 30 secondes, justement, de revenir sur ce qui a été dit. Vous n'avez que 2 minutes. Oui, justement. Il faut être 30 secondes, très concis comme 30 secondes, revenir sur ce qui a été dit par mon frère Joe Maïle, que j'aime beaucoup. Il a parlé du recrutement
qui s'est fait de manière abusive. Mais il oublie aujourd'hui, dans notre pays, avant l'arrivée de Jean-Pierre Liaou, les ministres, les secrétaires généraux au sein de ministères recrutés de manière recrutés en désordre, comme chacun voulait. Aujourd'hui, le mouvement du personnel est stoppé. Est stoppé pourquoi? Parce que Jean-Pierre Liaou a mis ce qu'on appelle les cadres organiques. Son objectif, c'est de faire quoi? C'est de maîtriser l'effectif des agents. Point. Et aujourd'hui, on ne recrute plus en désordre. Ils ne sont pas informés, c'est ça le problème. Est-ce que c'est... comment on recrute? C'est pas mon problème. Allez, s'il vous plaît, Comment on recrute? C'est les canaux par lesquels on recrute. Vous aurez le temps. Quand vous n'êtes pas informé, il faut être humble. D'accord, je le conseille. Posez-lui la question, on recrute comment? Répondez à la question. Répondez à la question. Vous n'êtes pas informé. On recrute comment? Bon. Après, je pense que je dois alors vous laisser cette émission. Non, allez-y. Dites-nous, on recrute comment? S'il vous plaît. Monsieur dit, protégez-moi. Vous avez ma protection, ne vous en faites pas. Parlez. Merci beaucoup. J'avance. Vous m'aviez posé. Mais vas-y. Il parle pas parler. Il parle pas, il rigole. Laissez-moi parler. J'avance. Vous avez ici parlé de cette question importante qui concerne tout le Congolais. Messieurs Eddy, vous avez parlé du dialogue en RDC, c'est vrai. Oui. On doit se le dire parce que j'ai pas assez de temps. J'allais revenir justement pour clarifier. Je pense que prochainement, vous allez justement me permettre de revenir là-dessus pour vous parler, pour vous étaler le mot des recrutements. Mais parce qu'on parle ici du dialogue en RDC, c'est important. Je pense que même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a compris qu'il est temps de discuter. Le consultation avec le président Joao Lourenço, je pense que c'est très important parce qu'il faudrait que chacun puisse nous dire ce qu'il pense du dialogue. Parce qu'on ne veut plus avoir des dialogues où, enfin, on partage le poste et celui qui n'est pas satisfait rentre dans la brousse et touche les armes contre la République. Nous ne voulons plus voir ces gens-là qui sont prêts à tout, à sacrifier les vies de Congolais pour leurs intérêts. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait dialoguer à tout niveau, dialoguer avec tout le monde. Il faudrait qu'il y ait un dialogue inclusif. Mais, dans ces dialogues inclusifs, je ne veux pas qu'il y ait un laisser-aller et qu'on puisse satisfaire les appétits de tout le monde. Je veux qu'il y ait un dialogue inclusif, mais que la justice également puisse continuer à faire son travail. Que ce dialogue n'exclut pas le fait pour la justice de poursuivre son travail. Ceux qui l'ont tué doivent répondre. Ils doivent répondre. Et ils doivent répondre. Nous venons nous dialoguer, mais que le dialogue ne soit pas... c'est pas moi un moyen de sanctifier. Il faut quand même chercher des moyens qui peuvent apaiser les esprits. Non, attendez. Ne serait-ce que permettre la décrispation. Mais je pense que dans cet élan, il faudrait également chercher le moyen pour apaiser les esprits des mamans, des frères et sœurs qui ont perdu le leur. Avec eux, quels sont les moyens qu'on va utiliser pour apaiser leurs esprits? Si on veut apaiser les esprits de politiques qui sont égoïstes et injustes. Bien dit. On veut apaiser les esprits de politiques qui à tout moment partent à l'est pour tuer, égorger le Congolais. Et comment allons-nous apaiser les esprits de maman, d'une maman qui a perdu son mari comme ça, d'un bébé qui n'a jamais vu ses parents comme ça? Comment on va apaiser les esprits? C'est triste, hein? C'est triste. Et raison pour laquelle moi je pense que c'est vrai, nous allons dialoguer, mais que la justice puisse faire son travail. Parce que, je l'ai dit toujours, ce problème, à l'Est, on a compris. Peut-être certains étaient ignorants. Mais moi, je profite de cette occasion pour dire aux Congolais que ce problème n'est pas forcément le problème de Tshisekedi. Kagame l'a dit. Après Tshisekedi, cette affaire va continuer. Kagame a dit que le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème, c'est nos terres. Ça fait dire que Tshisekedi fera un mandat, un deuxième mandat, comme lever la Constitution. Il organisera des élections et il partira. Le prochain président aura les mêmes problèmes parce que le Rwanda, son objectif, c'est d'avoir nos terres. Donc, c'est très simplement dit que nous devons tous nous liguer pour que nous puissions, pour que nous ne soyons pas ici le canal par lequel le Rwanda va profiter et bénéficier de nos terres. Et raison pour laquelle ceux-là qui voudront faciliter à ce que le Rwanda puisse être bénéficiaire de nos terres, la justice doit faire son travail. Très bien. On dialogue, mais la justice fait son travail. Très bien. Joe Maélé, merci. Je reviens à vous. Merci. On insiste aussi par rapport à l'inclusivité de ces assises. Vous avez suivi l'argumentaire de Nathan Kianza. Inclure aujourd'hui le porteur d'armes à la table
du dialogue? Est-ce chercher la paix ou offrir une tribune politique à des bourreaux qui du reste ont ensanglanté l'Est de la République démocratique du Congo? Monsieur dit, malheureusement, je ne veux pas à tout dire parce que j'ai plusieurs éléments concernant ces domaines des dialogues, concernant ces sujets. Mais j'ai aimé mon frère parce qu'il a réfléchi en patriote. Alors, lorsqu'on parle de l'inclusivité, il faudrait aussi définir cette inclusivité. L'inclusivité, ça dépend de corporations. L'inclusivité, ça dépend de personnes. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Nous parlons de la crise en République démocratique du Congo. Lorsque nous allons à l'est du pays, c'est une crise qui est bien caricaturée. C'est une crise qui est sécuritaire. Alors, dans cette crise sécuritaire, il y a des agents causaux. Les personnes qui sont à la tête de cette crise. Il y a le Rwanda, le M23 qui agresse et la RDC qui est la partie agressée. Et au regard de ces problèmes, il y a des cadres par lesquels on va pour régler ces crises. Il y a Doha, il y a Washington. Nous revenons à l'interne, il s'est dit que les politiques qui exercent légalement, officiellement, leurs actions doivent parler. Est-ce que vous sentez la nuance que je donne? Les politiques qui exercent légalement et officiellement. La Constitution admet dans son article 8 une opposition, point barre. La Constitution n'admet pas une opposition armée. La Constitution n'admet pas un groupe rebelle opérant avec des armes. D'où je vais rappeler à tous qui nous suivent. Lorsque nous avons signé l'accord global et inclusif, nous avons mis terme à toutes les voies des violences. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'article 64, utilisé abusivement par l'opposition, il est dit que le peuple doit faire blocage à toute personne qui voudrait renverser le pouvoir constitutionnellement établi. Oui. Qui est établi constitutionnellement? Tshisekedi. La constitution, c'est quoi? C'est la loi de loi. Donc aujourd'hui, lorsque nous regardons la posture, en fait, nous commençons à dégager les personnes qui n'aiment pas le Congo. Parce que Nanga, qui était un privilégié de la République, est parti toucher les armes. Je vous dis ceci, il n'y a pas une raison qu'on appelle mauvaise gouvernance qui doit pousser à toucher les armes. La Constitution que nous utilisons admet que lorsqu'il y a mauvaise gouvernance, lorsque vous avez une revendication, la Constitution trace les canaux par lesquels les citoyens doivent revendiquer. Oui. Même lorsque le président de la République est en déroute, la Constitution trace les canaux par lesquels. S'il y a des gens aujourd'hui qui réclameraient que Tshisekedi gère mal, Tshisekedi détourne, mais la Constitution était établie. Pourquoi aller toucher des armes? Et est-ce que Kabila nous dira que pendant sa gestion, l'expression mauvaise gouvernance était inexistante? Et pourquoi les paisibles congolais ne sont pas allés toucher les armes contre la mauvaise gouvernance? C'est seulement sous Tshisekedi qu'il y a mauvaise gouvernance et on part toucher les armes pour être appelé dans un dialogue. Ça, il faut démystifier ça dans la tête de ceux-là qui ont tué. Mais comment jugez-vous la posture des évêques? On sent, vous ne voyez pas qu'on sent ces soupçons des complaisances avec les rebelles? Moi, j'ai toujours dit ceci. Oui. J'ai toujours dit ceci. Il faudrait que vous allez admettre cela, que la Senko se détache de l'Église catholique, que la Senko va au ministère de l'Intérieur, cherche un agrément pour devenir un parti politique. Je l'ai toujours dit. Parce que, vous savez, Fulgence Muteba a frisé la mémoire collective. Lorsqu'il descend à Goma, il va bénir Nanga. Je pense que mon frère l'a dit. Vous savez les actes horribles qu'a commis Nanga. Oui. Lorsque Nanga arrive à Goma, c'est plus de 10 000 Congolais qui sont morts. Et un leader, Bruno, un leader d'une église catholique va pour ricaner avec cette personne. Lorsqu'on rit avec cette personne, parce que la communication, elle est aussi non verbale, elle est gestuelle. Vous savez ce que ça apporte. Aujourd'hui, lorsque les CC et la Senko prétendent des choses, moi j'ai réfléchi, est-ce que les CC et la Senko sont des institutions étatiques? Parce que je sais que dans une notion où on parle de l'État patron, l'État c'est lui qui coordonne, qui organise et qui réglemente. Et il faut entrer dans l'État patron pour comprendre les institutions.
Nous en avons 4 selon l'article 68. Toutes les institutions autres découlent de ces 4 institutions-là. Donc, les CC et la CENCO veulent se faire une 5e institution pour commencer à imposer. Or, la Constitution me dit que c'est le président de la République qui définit la vision de l'État. Donc, moi, je pense aujourd'hui que, avec tout ce que nous avons comme élément concernant les CC et la CENCO, la posture gestuelle, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, même leur posture gestuelle, les communications, nous pouvons déduire qu'il y a un sur roche. Il y a un comportement antipatriotique. Tshisekedi que vous voyez là, ne le prenez pas comme une personne physique. Tshisekedi représente les concepts des nations. Il représente les morts et les vivants. Mon frère l'a dit. Lorsque Kagame dit qu'il revendique les terres, quelle est la raison du combat des Nanga? Quand vous revendiquez des terres, ça signifie que c'est un conflit foncier qui dure des années en années. Oui. Et lorsque Nanga dit qu'il est révolutionnaire, il veut libérer le Congolais de la dictature ou de la tyrannie de Tshisekedi. Est-ce qu'il y a convergence des discours? Non, non. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Donc vous comprenez aujourd'hui. Oui. Je serais bien volontiers, selon les fondements légaux, article 69, le chef de l'État est considéré comme le père de la nation, sociologiquement, parce que lorsqu'on parle du pouvoir, chaque région terrestre a une conception du pouvoir. Oui. Nous sommes les Africains, sociologiquement, nous avons notre manière de concevoir le pouvoir. Le président de la République, sociologiquement, est conçu comme un père. À chaque fois qu'il y a des dérapages dans une maison, le président de la République est appelé à parler avec ses enfants. Dans cette dimension-là, le président ne va pas parler avec des enfants égarés. Le président ne va pas parler avec les enfants Koulouna, ceux qui ont tenu des machettes. Le président va parler avec les enfants qui sont à la maison, qui lui sont soumis. Et les enfants qui sont à la maison, qui lui sont soumis, c'est ces politiques qui opèrent au regard de loi de la République. Donc moi je pense aujourd'hui, si il y aurait un pourparler, un forum qui réunit par exemple Jean-Marc Kaboun, oui. Est-ce que Jean-Marc Kaboun a tenu les armes? Non. Jean-Marc Kaboun perd dans l'illégalité? Non. Il y a un Sessanga? Oui. Il y a un Fayoulou? Oui. J'ai beaucoup de mes frères aujourd'hui qui opèrent aussi dans le mouvement. Il y a comme Prince Kinana, il y a les Marlevou, toutes ces corporations-là. Ils n'ont pas outrepassé les domaines légaux établis pour opérer. Monsieur, il faudrait que nous puissions dire aux politiques que nous sommes. Je termine par là. Oui. Que, identitairement, nous sommes un État démocratique. Nous ne sommes pas un État autocratique comme sous Mouzé Laurent Désiré Kabila ou dictatorial sous Mobutu. Il y a les principes par lesquels on accède au pouvoir. Ces principes-là ne peuvent pas être en dessous des individus. Donc aujourd'hui, si moi, je dis que M. Tshisekedi ne me plaît pas, il y a les canaux par lesquels, il y a les pétitions, il y a les marches, il y a des... Non, même pas ça. Vous allez... Est-ce que les voies médiatiques ne sont pas des voies? Oui. Pour réfléchir. Est-ce que les voies de correspondance administrative ne sont pas des voies? Il y a les pétitions. Les voies pacifiques des marches ne sont pas des voies. Les conférences, les colloques pour dénoncer. Mais les personnes comme Franck Diongo, qui, il était en prison, il a uriné même du sang pendant Kabila. Là, il n'a pas été... Non, il faut dire des faits. Non, c'est pas fort. Lorsque quelqu'un urine du sang sous un régime, il ne faudrait pas cacher cela. Mais lorsque Tshisekedi arrive, Tshisekedi le sort au pouvoir, la personne qui sort en prison et la personne qui t'a emprisonné, mais à contradiction. Tu pars louer la personne qui t'avait mis en prison et tu traites de méchant la personne qui te sort en prison. Est-ce qu'on est où? Très bien. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin. On me fait signe. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également l'équipe technique et rédactionnelle du Canal Congo Télévision. Malheureusement, il est parti. Il fallait qu'il nous dise quel est le canal par lequel on recrute le fonctionnaire. Si par exemple, moi, je veux devenir fonctionnaire, qu'il me montre là où je dois aller postuler.